Bonjour. Comme il est 10h32, je vous propose qu'on démarre à temps et on sera, je pense, rejoint par d'autres participants on sera normalement une cinquantaine ce matin d'élus et de services de collectivités locales de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bienvenue à ce lancement du Club des collectivités pour l'ESS. Je suis donc Anne-Laure Federici, je suis déléguée générale du réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui est un des co-organisateurs de cette rencontre. Et je voulais juste, avant de laisser la main à David Ekel de la CRES, avec qui on co-organise ce club des collectivités qui va vous présenter le programme, remercier vraiment Baptiste Luçon, qui a été un peu qui a impulsé ce club des collectivités. On a eu plusieurs temps de préparation avec Baptiste et avec des collectivités, des élus et services des collectivités adhérentes du RTES en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Merci beaucoup à vous pour cette impulsion, et on est très content d'organiser ce premier club des collectivités qui, j'espère, sera le premier d'une longue série. Peut-être, David, si tu veux présenter le programme. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je m'associe à Anne-Laure au remerciement. Ce premier webinaire est un premier résultat d'une démarche collective. La CRES et le RTES ont répondu à une initiative qui vient des collectivités. Et je pense qu'il faut d'ores et déjà le souligner. Donc, moi, je suis David Ekel, je suis le directeur de la CRES, la Chambre régionale des entreprises de l'ESS. Donc, pour notre séquence de ce matin, 10h30, 12h30, en entrée en matière, on va vous présenter un petit panorama des chiffres clés des entreprises de l'économie sociale et solidaire en région, en cherchant à souligner un ou deux marqueurs de la territorialisation des entreprises de l'ESS. Et tout de suite après, à 10h50, on laissera surtout la part belle au témoignage de collectivités qui aujourd'hui s'engagent au soutien du développement de l'économie sociale et solidaire dans leur territoire, ce qui nous permettra ensuite d'avoir un petit temps d'échange, d'approfondissement ou éventuellement de suggestions d'ores et déjà pour des sujets pour l'avenir. Et avec Anne-Laure, on terminera par un propos de synthèse et de mise en perspective. En deux mots, pour la CRES, l'objectif du club, c'est nos entreprises de l'économie sociale et solidaire ont une raison d'être qui est dans l'ancrage territorial et l'utilité sociale. Leur volonté, en fait, c'est d'être majoritairement, de développer des activités d'utilité publique ou d'intérêt général. Et cette vocation particulière fait qu'elles ont besoin de co-construire leur développement avec les acteurs publics que vous représentez. Et donc, pour nous, l'initiative de ce club, c'est un espace privilégié pour les collectivités de notre région pour échanger leurs pratiques, leur compréhension de ce que sont les besoins des entreprises et envisager des stratégies de coopération ou de partenariat avec les entreprises qui sont sur leur territoire. La CRES, en deux mots, on a la particularité d'être reconnu par le législateur comme l'organisation représentative des entreprises de l'économie sociale et solidaire en France. Autant que vous avez de régions administratives sur le territoire national, vous avez une chambre régionale de l'économie sociale et solidaire, avec une identité de marque et une identité de mission, ce qu'on appelle nos missions régaliennes. En résumé, une mission de représentation auprès des pouvoirs publics et des autres forces économiques du territoire, c'est-à-dire qu'on a pour interlocuteur naturel les autres chambres consulaires de la région, chambre des métiers, chambre de commerce, chambre d'agriculture, mais aussi des agences de développement économique régional ou local qui à un moment s'adressent aux entreprises de leur territoire. Ensuite, une autre grande mission qui est une promotion du mode entrepreneurial
de l'ESS, donc des entreprises de personnes à lucrativité limitée, hein, et qui ont des gouvernances où on a dissocié la question de l'actionnariat, de la question des prises de décision dans l'entreprise. Et ensuite, on est un agrégateur de solutions, c'est-à-dire que soit nous-mêmes, soit nos partenaires portent le plus possible des solutions d'accompagnement et d'appui au développement des formes d'entreprise dans notre région. Voilà pour une présentation synthétique de la CRES. Anne-Laure, peut-être de ton côté, repréciser le RTES. Oui, merci. Le RTES, alors très rapidement, on aura l'occasion d'y revenir. Le RTES, c'est un réseau de collectivités. C'est donc le réseau des collectivités territoriales pour une économie solidaire, qui est un réseau national qui a été créé il y a 21 ans. On a fêté nos 20 ans l'année dernière, qui a été créé il y a 21 ans par des élus qui avaient souvent pour la première fois en charge une délégation autour de l'économie sociale et solidaire, et qui ont, donc à une époque où on parlait beaucoup moins de ce sujet, et qui ont ressenti le besoin de créer un réseau à la fois pour échanger les pratiques entre collectivités, comment repérer les acteurs de mon territoire, comment travailler avec eux, quels sont mes leviers en tant que collectivité, comment convaincre aussi au sein de ma collectivité de l'intérêt de l'approche de l'économie sociale et solidaire. Donc cette première mission, qui est encore aujourd'hui une mission au cœur des activités du réseau. Et la deuxième mission du réseau, dès l'origine, ça a été d'être un espace de plaidoyer pour porter la parole des collectivités locales et faire avancer la place de l'économie sociale et solidaire dans les politiques publiques au niveau local, au niveau régional, au niveau national et au niveau européen, puisque c'est aussi un champ sur lequel le RTES intervient. Donc, les missions du réseau, c'est de contribuer à faire connaître ce que font les collectivités adhérentes du réseau, c'est de favoriser des espaces d'échange de pratiques entre collectivités, c'est donc les aspects de plaidoyer. Et donc, on a également une mission un peu de centre ressources et d'accompagnement des collectivités qui souhaitent développer leur soutien aux acteurs de l'économie sociale et solidaire sur leur territoire. Et donc, on travaille en lien étroit donc avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, et donc en particulier avec les CRES, les chambres régionales de l'économie sociale et solidaire à l'échelle régionale. Et donc, on a dans plusieurs régions, on co-organise dans plusieurs régions des clubs régionaux de collectivités, puisque c'est à l'échelle aussi des territoires que ces échanges peuvent être favorisés. Et donc, au travers de rencontres, de webinaires, de rencontres en présentiel, de différents temps qu'on pourra développer en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Voilà, donc très rapidement sur le RTES, donc on produit un certain nombre de ressources qui sont pour la plupart disponibles en ligne sur le site du RTES. La dernière publication, c'est donc ce qu'on appelle un repère sur les filières, la structuration de filières, comment les collectivités peuvent aider à la structuration de filières avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire. Donc ce type de publication est disponible en ligne et c'est travaillé avec les collectivités adhérentes au travers donc de chantiers de travail et de partage d'expériences qu'on met en place. Voilà. Alors, n'hésitez pas à poser des questions au fil des interventions dans le chat, mais comme on a un timing un peu serré, donc notamment pour la première heure, puisqu'il y a des contraintes d'agenda des intervenants, je propose qu'on passe tout de suite, David, à la présentation, quelques chiffres autour de l'économie sociale et solidaire en région. Oui, merci Anne-Laure. Donc, quelques chiffres de la réalité de nos entreprises de l'économie sociale et solidaire en région. Donc, vous bénéficiez en région grâce au soutien, juste si tu peux revenir un peu avant, Anne-Laure, grâce au soutien des services de l'État et de la région sud d'un observatoire régional. Il faut savoir que, en fait, le périmètre d'observation des entreprises de l'ESS en France a maintenant bénéficié d'une expérience depuis 10 ans. Et donc, il y a ce qu'on appelle un périmètre statistique qui a été isolé avec l'INSEE
pour observer les évolutions et l'emploi dans les entreprises de l'économie sociale et solidaire en France et dans les territoires, avec la possibilité donnée de comparer cette statistique à d'autres données concernant d'autres formes d'entreprises en France. Le périmètre d'observation aujourd'hui englobe l'ensemble du périmètre de ce qui ont été appelées les entreprises de l'ESS au sens de la loi cadre de 2014. Et donc, je vais vous donner quelques chiffres clés qui concernent nos entreprises en région. Petit sourire, mais qui a pour nous son importance. L'Observatoire en région Provence-Alpes-Côte d'Azur est le premier observatoire créé. Et depuis son origine, il bénéficie du soutien des services de l'État et de la collectivité régionale, la région Sud. Des chiffres qui sont maintenant assez connus dans notre région. Donc, on recense un peu moins de 12 000 entreprises de l'économie sociale et solidaire, majoritairement des PME, des TPE et des PME. Donc, en cela, je dirais que la démographie en effectif de nos entreprises est assez similaire à ce qu'on sait du monde économique dans notre région. Et ces entreprises salarient un peu plus de 173 000 salariés. Et les deux chiffres clés sur lesquels on porte beaucoup de plaidoyer pour faire comprendre l'importance de la contribution des entreprises de l'ESS à la fois aux enjeux de cohésion sociale, mais aussi de développement économique des territoires, c'est que l'économie sociale et solidaire, c'est 13% de l'emploi privé de notre région et c'est un emploi sur 10 si on comptabilise à la fois les emplois publics et les emplois privés de notre région. Peut-être juste une précision sur ces données clés. La loi cadre sur l'ESS et du coup le périmètre statistique qui concerne aujourd'hui les entreprises de l'ESS mesure la fonction employeur des entreprises de l'économie sociale et solidaire. Ça pour dire que toutes les données qu'on recense, qu'on travaille et qu'on publie ne concernent pas, ne rendent pas compte par ailleurs du dynamisme associatif qui est porté sur le territoire, puisque simplement, c'est une donnée un peu trop macro, il faudrait la préciser, mais on a l'habitude de dire que sur l'ensemble des associations de loi 1901 qui font une proposition d'activité sur un territoire, seuls 20% sont employeuses. Donc nous, dans le périmètre statistique, nous ne recensons que la part des 20% qui a une fonction employeur. Si on peut continuer, si tu veux bien. Donc, un premier marqueur sur la démographie de nos entreprises et sa répartition en région. C'est une carte qui vous donne le poids de l'emploi de l'ESS sur chacun des départements et la répartition du nombre d'emplois dans les départements dans notre région. Vous voyez que majoritairement, le nombre d'emplois de l'ESS dans notre région se concentre sur la rive méditerranéenne. Le marqueur est assez simple à comprendre. Les entreprises de l'ESS proposent des activités de grande proximité qui adressent des services à la population. Et donc, les entreprises, en fait, leur démographie suit la démographie de la population régionale. Une particularité tout de suite à noter, c'est que par contre, si on regarde, et c'est sur la carte qui vous est proposée, ce qui dans l'échelle est en trois couleurs différentes, c'est le poids de l'emploi, donc la part de l'emploi ESS prise dans l'emploi total du département. Vous voyez que sur notamment les Alpes de Haute-Provence, l'emploi de l'ESS peut représenter jusqu'à plus de 13% de l'emploi total du territoire. Ça souligne en fait la part importante de nos entreprises dans l'économie locale. Une autre slide ensuite, Anne-Laure, qui vient renforcer le marqueur de l'ancrage territorial de nos entreprises.
on voit, c'est une carte vraiment synthétique de vulgarisation qui donne, en fait, qui souligne le poids de l'économie sociale dans six intercommunalités de notre région, où l'ESS dépasse jusqu'à un quart de l'emploi de l'emploi local. Et donc, on voit que sur ces territoires, par exemple la communauté d'agglomération de P2A, la communauté de communes territoriale Sud-Luberon-Cotelube, enfin, vous les voyez à, à l'écran, que le SS contribue énormément à l'emploi local et donc au développement d'activités de services auprès de la population. Et ce qui renforce notre conviction qu'il faut aujourd'hui absolument qu'on arrive à travailler plus étroitement avec l'ensemble des collectivités à l'accompagnement de nos entreprises qui ont un point significatif en matière de services ou de création de valeur sur le territoire. Et donc, si l'ESS accompagne la répartition de la population sur le territoire, on voit qu'elle se concentre sur certains territoires, donc les territoires ruraux, mais on pourrait dire la même chose. On aurait pu faire une carte supplémentaire, par exemple, sur le poids de l'ESS dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. On a des endroits en région où l'ESS peut aller représenter jusqu'à 30-35% du poids de l'emploi total du territoire. Un petit éclairage sur les secteurs d'activité hein, où l'ESS est très présente. Alors, sans surprise pour les gens qui sont déjà éclairés sur le sujet, on voit que les entreprises de l'ESS ont beaucoup d'emplois dans le secteur de l'action sociale ou de la santé. Euh, Par exemple, je vous fais juste une illustration pour comprendre les chiffres que vous avez sous les yeux. Sur l'action sociale, 55% des emplois du secteur de l'action sociale sont au sein d'une structure de l'économie sociale et solidaire. Donc, globalement, un peu plus de 40% de l'emploi de l'économie sociale et solidaire de notre région est dans une activité du CARE, donc une activité de la solidarité. Vous avez ensuite une forte part d'emploi dans les secteurs de l'activité financière et d'assurance, de l'art et du spectacle. Souligner, parce souvent, soit on l'oublie, soit on ne le sait pas, mais on a beaucoup d'emplois de notre région auprès des mutuelles de santé, mutuelles d'assurance et des 5 organismes bancaires du champ de l'ESS, qui sont des acteurs économiques majeurs de notre territoire, sur lesquels aussi on peut établir des stratégies de coopération pour venir penser le développement de nos entreprises. Anne-Laure, ensuite, si tu veux bien. En continuité, trois grands autres secteurs soulignés, celui du sport et loisirs, avec la part prépondérante majoritaire des emplois du secteur dans une entreprise de l'ESS, le poids dans les activités d'enseignement et de formation, ce qu'on sait aussi souvent un peu moins, notamment dans les établissements sous statut privé de notre région. Et on vous a fait un petit focus sur le poids de l'insertion par l'activité économique et ses activités d'inclusion et ses parcours d'accompagnement socio-professionnel en région, avec à l'heure actuelle un peu plus de 230 structures de l'IAE, de l'insertion par l'activité économique, qui sont recensées dans notre région. Et pour terminer, juste un petit focus, peut-être pour angler nos échanges futurs. C'est juste une illustration, mais ce que je voulais vous souligner, c'est que on peut avoir aujourd'hui une approche des contributions du champ de l'ESS par secteur d'activité. Là, l'illustration qui vous est donnée, c'est sur le champ des secteurs d'activité attachés à la transition. Il y a beaucoup de ressources en région, soit pilotées, animées par des réseaux, soit recensées par la CRES. Là, vous avez en illustration le réseau
des ressourceries recycleries, la plateforme solidaire ESS 2024 qui est portée par les canaux, un outil que nous référençons nous qui s'appelle Carteco, qui référence toutes les solutions portées par des entreprises de l'ESS en matière d'économie circulaire, ou le réseau régional des énergies partagées qui recense et accompagne l'ensemble de la mobilisation citoyenne en matière de propositions de solutions en énergie partagée. Ce slide pour vous dire que les entreprises de l'ESS ont des solutions à un moment pour répondre localement à des besoins dans les territoires, et qu'aujourd'hui, il y a une structuration en réseau, une capitalisation de l'ensemble de ces activités qui, à un moment, permettent aussi de penser la co-construction d'une réponse à des besoins qui peuvent se faire jour sur vos territoires. Voilà, en ayant respecté le timing, une petite présentation rapide du décor des entreprises de l'ESS de notre région. Merci beaucoup. Merci beaucoup, David. On vous transmettra le diaporama ensuite et puis vous aurez aussi pas mal de ressources complémentaires côté CRES, notamment via la mission de l'Observatoire. Je vous propose qu'on passe tout de suite, alors n'hésitez pas à poser des questions dans le fil du chat, mais qu'on passe tout de suite au témoignage donc, de plusieurs élus. Donc on a la chance d'avoir Jean Flores, qui est donc conseiller de Jérôme Viau, président de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse. Donc la communauté d'agglomération du Pays de Grasse étant une des collectivités engagées depuis de nombreuses années dans le soutien à l'économie sociale et solidaire. Et donc Jean Flores est dans la vallée de la Roya avec Sébastien Olara, le maire de la Breille, de Breille-sur-Roya, et avec Daniel Alberti, le maire de la Brigue. Donc, est-ce que Jean, vous... Eh bien, parfait. Eh bien, je Oui, vais arrêter le partage de mon écran. oui, je suis là. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Vous m'entendez bien? Oui, tout à fait. D'accord. Parfaitement, Jean. Oui, oui, merci beaucoup. En revanche, je ne sais pas si c'est mon petit pavé là. Nous sommes 5? Nous- Combien sommes-nous là? 40, il y a 41 personnes D'accord. qui participent au webinaire. OK. Sinon, Mais 25. Bah, bon, peut-être que tu vois que ceux qui ont allumé leur caméra, mais en tout cas, voilà, il y a 41 personnes de représentants, autant de collectivités de la région. oui, 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 je ne vois pas tout le monde, mais OK, ben, très bien. En tout cas, bonjour, bonjour à tous et merci de me donner la parole. En tout cas, de donner la parole au Pays de Grâce et à son président qui m'a demandé de porter sa parole puisqu'il ne pouvait pas être présent derrière cet écran. Alors, on a dû se réorganiser, donc finalement, je ne suis moi-même pas dans la vallée de la Roya, mais je ne suis pas loin. Dans la vallée de la Roya, il y a donc Valérie Tétu et Jean-François Piovesanna qui seront accompagnés donc des maires que tu as cités, Anne-Laure, hein, donc le maire de Breil-sur-Roya, et le maire de Labrigue, qui sont des petites villes qui ont subi la terrible tempête dont j'ai oublié maintenant le nom d'ailleurs, euh, c'est un prénom, et qui, voilà, donc toute une vallée est en train de se reconstruire et ils vont témoigner de cette question-là. J'espère que je les verrai à l'écran d'ailleurs parce que je les connais bien. On est là, Jean. On est là. Ah, voilà, voilà, voilà. Voilà, on Très écoute. bien, très bien. Merci et bienvenue. Voilà, donc finalement, moi, le président de l'Aglo, donc Jérôme Viau, a préféré que je vous lise son texte, hein. Donc, mesdames et messieurs les élus, chers partenaires de l'ESS, donc je suis heureux de prendre la parole à l'occasion de cette visioconférence du Club des collectivités engagées dans l'ESS. Et bien sûr, je suis très heureux de voir qu'il y a de nombreux élus ou bien déjà convaincus de
la nécessité d'encourager par des politiques publiques l'ESS, ou bien encore hésitant, mais en tout cas intéressé à participer à cette conférence et que nous allons peut-être arriver à convaincre. Donc, je suis vraiment désolé de ne pas être physiquement avec vous pour cette journée importante. C'est Jérôme Viaud qui parle, mais des impondérables m'ont retenu. Donc, une de nos spécificités sur le territoire de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse, c'est d'avoir cru, il y a une dizaine d'années maintenant, au formidable potentiel transformateur de l'économie sociale et solidaire. Cohésion sociale, insertion professionnelle, énergie renouvelable, économie circulaire, alimentation durable, mobilité alternative, numérique utile, autant de sujets sur lesquels les acteurs de l'ESS démontrent leur capacité à apporter des réponses innovantes, responsables et durables, et qui sont des facteurs de résilience et de transition de notre territoire. C'est pour soutenir cette dynamique que nous avons mis en place depuis 2011 une politique dédiée qui a contribué en 2019 à la labellisation French Impact, territoire d'innovation sociale du Pays de Grasse. À l'origine de cette politique, une prise de conscience forte et éclairée du poids économique, comme on vient de le voir dans les chiffres, et du rôle sociétal que cette autre forme d'économie présentait sur notre territoire. Et concomitamment, une opportunité offerte par la région Sud de soutenir le développement de cette dynamique via ce qui à l'époque s'appelait une contractualisation, qui était les contrats locaux de développement de l'ESS. Fin 2021, nous avons demandé à la CRES de réactualiser notre diagnostic territorial. Et donc, en une décennie, on a pu observer sur le Pays de Grasse que le nombre des entreprises de l'ESS avait augmenté de 27% et que le nombre de ses salariés de 17%. Une tendance inverse à celle enregistrée sur le reste du département des Alpes-Maritimes qui, pour la même période, a vu son nombre d'employeurs dans l'ESS diminuer de 14% et son nombre d'emplois diminuer de 4%. Ces résultats nous ont confortés dans notre démarche en démontrant qu'une politique dédiée au soutien de l'ESS avait un impact positif et structurant. Mais évidemment, cette mise en œuvre ne s'est pas faite sans difficulté. Il a d'abord fallu agir sur les représentations et convaincre l'ensemble des élus que l'ESS n'était pas seulement une économie de la réparation, mais bien un formidable levier de résilience et d'innovation sur nos territoires. Il a fallu également rassurer en encourageant à une approche inclusive de cette autre forme d'économie, en parlant de la richesse qu'il y a à soutenir une économie plurielle à l'échelle locale. Il s'est agi également de réquisitionner, voire de revisiter nos pratiques d'action publique, décloisonner les services, encourager le mode projet, s'inscrire dans de réelles démarches d'innovation territoriale. Mesdames, Messieurs les élus, Mesdames, Messieurs les partenaires de l'ESS, si je devais vous convaincre de soutenir l'ESS sur vos territoires, je vous dirais que l'ESS est une économie des solutions pour de grandes transformations que nous nous devons d'anticiper et d'accompagner pour un développement plus soutenable de nos territoires. Pour y parvenir, au-delà de votre force de conviction, je vous encourage à vous rapprocher également, non seulement de ce club des collectivités, mais aussi du RTES, du réseau des territoires pour une économie solidaire, qui produit une véritable boîte à outils au service des collectivités pour soutenir le développement de l'ESS. Donc, je vous souhaite d'excellents travaux et je suis à votre entière disposition. Me charge de vous transmettre Jérôme Viaud et vous dire que, bien sûr, le Pays de Grasse compte participer activement à ce club des collectivités. Merci.
Merci beaucoup Et Jean. pardon de la forme un peu. Solennel. Mais merci d'être porteur de ce message. Merci à Jérôme Viau pour ces éléments. Bon, en dehors du petit coup de pub sur le RTES, merci beaucoup. Mais voilà, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments enfin, qui sont très, très importants sur les représentations, comment on revisite l'action publique et comment l'ESS permet aussi de revisiter l'action publique et vraiment un partenaire, l'économie des solutions, c'est un beau terme. Je propose qu'on passe tout de suite la parole à la vallée de la, de la Oui, Roya. alors on est là, bonjour Vous êtes Jean-François. là. Ah oui, Super, pas de, merci. pas de souci, je vais passer la parole aux aux deux maires qui nous accueillent aujourd'hui pour ce voyage d'études avec l'ensemble des partenaires. Euh, donc voilà, effectivement, euh, on voit qu'il y a tout un écosystème aujourd'hui d'économie sociale et solidaire dans la reconstruction des vallées, en tout cas dans le travail qui est en cours aujourd'hui. Donc je laisse les maires présenter cette démarche, en tout cas les beaux projets qu'ils nous ont déjà présentés. Merci. Moi d'abord, oui. Bon, viens chez toi. Bonjour à vous tous. Heureux de vous accueillir sur notre village de la Brigue, au bout de la France, mais au bon bout de la France. Et Presque donc, l'Italie. effectivement, cette, comment dirais-je, cette philosophie nous plaît bien. Même si elle n'était pas structurée, on l'avait déjà un peu mise en place. Bon, on était tout à l'heure à la manufacture de la Roya, qui va se développer prochainement grâce au financement de l'État sur la reconstruction des vallées. Et si vous voulez, dans notre village, le village de la Brigue, 700 âmes, on a on est encore plus sensible à cet état de choses, cette économie solidaire, parce que les gens se connaissent. C'est la grande différence, je trouve, avec les grandes villes, c'est qu'on se connaît tous et que c'est sûrement plus facile à mettre en œuvre que dans des grandes villes où les gens se connaissent pas ou veulent pas se connaître même. Donc, je pense que là, on a une belle opportunité dans notre vallée. Je laisserai Sébastien tout à l'heure confirmer ou infirmer ce que je viens de dire, mais on a une belle opportunité, donc on va y travailler, on va se plonger sérieusement sur le dossier. La CARF nous aide avec Léa qui est là avec nous sur ce travail, donc je pense qu'il y a quelque chose à faire de vraiment de très très intéressant qui sera un plus, bien sûr, pour les gens qui vont travailler, mais qui sera même un plus pour notre village parce que on l'a bien vu dans la catastrophe qu'on a connue il y a 3 ans maintenant, un peu plus de 3 ans. La solidarité, l'entraide, ça règle pas mal de choses, très souvent. Très souvent, ça règle beaucoup de choses. Et donc, je souhaite que ce ne soit pas qu'un feu de paille qui s'éteigne très vite après cette catastrophe, mais qu'on continue dans cette solidarité qui disparaît un peu, je trouve, de façon générale dans le monde. Et dans nos villages, je souhaite y revenir de façon très, très forte et très, très soutenue. Voilà. Merci beaucoup en tous les cas. À toi. Oui, bonjour, Sébastien Larrand, le maire de Breil-sur-Roya et conseiller départemental. Effectivement, ça a été rappelé, notre vallée de la Roya a été fortement touchée par la tempête Alex. Et suite à cette catastrophe, il y a des crédits qui sont mis pour la reconstruction des infrastructures, des équipements qui ont été détruits par la tempête Alex, mais aussi il y a aussi des financements, notamment de l'État, une enveloppe de 50 millions d'euros qui sont mis pour porter des projets de nature à redynamiser le territoire et à créer de l'activité, du développement, de l'emploi dans nos vallées, parce que c'est pas tout qu'elles soient reconstruites, il faut encore que les gens puissent y vivre et puissent y travailler. Et donc, on a fait émerger beaucoup de projets dans plein de domaines très différents. Et ce qu'on constate, c'est que parmi ces projets qui ont été déposés, une quinzaine pour la vallée de la Roya, on en a 2, et c'est d'ailleurs les 2 plus matures, et c'est les 2 premiers à avoir été validés ou être en passe de l'être par les services de l'État, qui sont des projets autour de l'économie sociale et solidaire.
Une qui est la manufacture de la Roya sur la commune de la Brigue, et l'autre qui est le tiers-lieu de la Roya sur la commune de Breil-sur-Roya. On précise sur la commune 2 parce que l'idée c'est que ce soit quand même des équipements qui sont des équipements valéens et complémentaires, qui ne sont pas la propriété d'une commune, mais qui sont vraiment des équipements qui ont la volonté de rayonner et d'être utiles à l'ensemble de la vallée. Daniel l'a dit, effectivement, ces projets sont favorisés par l'existence d'un lien social fort du fait que toutes les populations se connaissent, mais c'est aussi encouragé, je pense, par un élément qui nous pose beaucoup de difficultés au quotidien, mais qui dans ce domaine-là est un encouragement, c'est la rareté du foncier, puisqu'on est dans un territoire où on a effectivement beaucoup de relief, où on a beaucoup de zones à risque, où on a perdu beaucoup de foncier avec la tempête Alex, et donc aujourd'hui, pour pouvoir proposer, pour pouvoir créer de l'activité, il faut du foncier. Et pour gérer cette pénurie de foncier, une des solutions, c'est effectivement la possibilité de pouvoir partager les espaces. Et donc, ça nous incite à aller dans cette voie de l'économie sociale et solidaire. Et pour parler du tiers-lieu de la Roya, à Breil, que je connais le mieux, c'est parti de ce constat-là. Avec la tempête Alex, on a beaucoup d'associations locales qui ont perdu leurs locaux, soit parce qu'ils ont été détruits, soit parce qu'ils ne peuvent plus être occupés pour diverses raisons, et notamment par des mouvements de sol. Et on a, de façon plus structurelle, une difficulté pour les entreprises qui souhaitent se créer, pour les artisans, pour les artistes, pour les acteurs économiques qui souhaitent s'installer, à disposer de locaux. Et donc, on a imaginé, on a racheté tout récemment un grand bâtiment qui appartient à la SNCF, un bâtiment, quand je dis on, c'est la mairie de Breil a racheté un bâtiment de quasiment 900 mètres carrés appartenant à la SNCF. Et l'objectif, c'est d'y relocaliser les associations, mais aussi d'y proposer des locaux pour des artisans, des artistes, des architectes qui souhaitent créer leur activité et qui ne peuvent pas forcément tous, et qui ne veulent pas d'ailleurs forcément tous, prendre des locaux individuels. L'idée, donc, c'est d'avoir une sorte de maison des associations combinée avec un atelier partagé axé sur l'art, l'architecture et l'artisanat. Et on a déjà aujourd'hui 27 artisans, artistes, architectes qui sont désireux de s'y implanter et une quinzaine d'associations. Donc l'objectif, c'est de les regrouper dans un même espace pour ne pas qu'on ait une démultiplication de locaux individuels, mais qu'on ait un maximum d'espaces partagés, conviviaux. Et l'objectif aussi, qui est du lien entre les acteurs privés et les acteurs associatifs du territoire. Je pense notamment dans le domaine culturel, où je pense qu'il y a de belles synergies qui peuvent être créées du fait de les regrouper dans un même espace, avec bien sûr des espaces privatifs, mais aussi des espaces partagés. Et je conçois aussi un peu ce tiers-lieu comme une sorte de pépinière ou d'incubateur, en tout cas un espace dans lequel des personnes pourront tester, démarrer des activités. Et ensuite, mon objectif est de ne pas encourager la désertification commerciale et économique du centre historique de Breil-sur-Roya qui est en cours, mais au contraire de le réinvestir. Et donc l'objectif, ce serait que ces entreprises, certaines, ces artistes, ces artisans qui commencent dans le tiers-lieu, un certain nombre pourraient ensuite aller prendre des locaux dans le centre historique et ainsi le réinvestir avec un encouragement de la mairie, puisqu'on rachète actuellement des locaux commerciaux pour pouvoir mettre à disposition d'acteurs qui souhaitent s'y implanter. Donc voilà, c'est vraiment une logique de territoire qu'on porte. Et peut-être Daniel voudra rajouter un mot sur la manufacture de la Roya, un peu la présenter. Ouais. Mais disons qu'on a en plus deux structures qui sont positionnées, une au sud et l'autre au nord de la vallée de la Roya, mais qui sont totalement complémentaires, puisque les structures associatives qui vont gérer ces lieux ont des conseils d'administration communs, mutualisés, etc. Et on essaie vraiment de faire en sorte, entre le haut et le bas de la vallée, de ne pas se marcher dessus, mais de faire en sorte que cette synergie qu'on souhaite créer entre les différents acteurs économiques et associatifs, on la crée aussi entre les territoires et entre les communes de la vallée. Daniel. Oui, oui. Donc, je vais juste rajouter un mot sur la manufacture de la Roya, qui volontairement ne s'appelle pas manufacture de la Brigue, mais manufacture de la Roya, justement pour montrer ce lien que nous avons entre les 5 communes sur lequel nous entendons très bien. Nous pensons, je pense tous les 5, que la seule solution de faire évoluer cette vallée de façon, on va dire, sereine et tranquille, on ne cherche pas à multiplier par 10 la population,
on serait incapable de la loger. Mais c'est un travail d'équipe des cinq communes, on s'entend très bien. Et donc, la manufacture La Roya ne part pas de rien, c'est une ancienne gare qui a été récupérée par la mairie il y a de longues années. Honnêtement, je ne sais pas comment, enfin, elle appartient à la mairie, et sur laquelle il y avait jusqu'à présent un banc de sillage de bois et une petite menuiserie. Mais tout ça un peu vieillissant, donc on a décidé de travailler ensemble sur ces projets portés par la MIR pour développer cette activité et d'en développer deux autres qui sont des activités patrimoniales de notre vallée, à savoir donc le bois, coupe de bois en forêt, bûcheronnage et fabrication de poutres, planches, etc., jusqu'à la menuiserie, fabrication d'un escalier ou d'un meuble même. L'autre filière, c'est la laine qui a été longtemps une activité prédominante dans notre vallée. À partir du XVIe siècle environ, il y avait près de 20 000 moutons à la brigue, et donc le village vivait de la laine, c'est clair. Hein. Bon, maintenant, il y a beaucoup moins, mais il faut savoir qu'aujourd'hui, la laine qui est produite en France, enfin produite, qui vient de nos moutons français, parce qu'il n'y a pas d'usine pour fabriquer de la laine, pas encore. Elle part en Chine pour être lavée et cardée, elle revient nettoyée après. Donc, c'est quand même un circuit assez particulier. Donc, on va développer une filière de lavage et cardage de la laine qui ne servira pas qu'à la vallée, d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas assez de matière dans la vallée, mais qui pourra s'étendre à tout le quart sud-est de la France. Et la troisième filière, c'est la filière mur en pierre sèche, qui était une activité très développée, puisque, comme on l'a dit, nos vallées sont escarpées, donc nous, on n'a pas des prairies de 150 hectares où on fait du blé avec des moissonneuses batteuses de 6 mètres de large. Nous, on ne sait pas faire ça. Et donc, c'était les cultures en terrasse, essentiellement. Donc, culture en terrasse, c'était des zones qui n'étaient pas, comment dirais-je, irriguées, donc arrosées. Et donc, on y faisait du blé, on y faisait de la lentille, on y faisait du pois chiche, et on y faisait aussi un peu de vin, à l'époque de très mauvaise qualité. Mais on est en train de travailler là-dessus pour améliorer la qualité de ce vin. Et on a redéveloppé, donc on refait des murs en terrasse pour refaire des vignes dans notre village. Pardon, voilà, pardon. Non, merci beaucoup. C'est absolument passionnant. Ça donne très envie d'aller voir. Voilà. Je pense peut-être qu'on pourra avoir une prochaine rencontre du club voilà, chez vous. Un très grand merci. Je suis vraiment désolée, mais je sais qu'on a deux impératifs de timing avec, d'une part, Laurent Lardy, adjoint de Marseille, qui doit partir très prochainement, et Cédric Dubois. Je suis désolée. Laurent, je vous propose peut-être, je vous laisse la parole, mais vraiment 3-4 minutes, puisqu'on a évoqué la place de l'ESS en milieu rural, et notamment autour des questions du foncier, de sobriété foncière et de mutualisation. Est-ce que, Laurent, en quelques minutes sur Marseille, la politique ESS à Marseille, et puis ensuite on entendra Cédric Dubois, le maire de Salerne. Merci beaucoup, hein, merci beaucoup à vous pour ces interventions et très bonne visite. On a hâte. J'ai oublié de préciser que le siège du RTE, c'était à Lille. Donc, c'est vraiment très loin, mais voilà, si on peut aller là-bas. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Merci. Laurent, est-ce que vous êtes... Alors... On vient d'avoir un bug sur sa connexion à Laurent, à l'instant. À l'instant. Bah oui, parce qu'il était là. Bon. Bah, écoutez, Cédric, je suis vraiment désolée, on est obligé un petit peu de Pas de souci. Bien, bonjour à toutes et tous. Merci pour cette table ronde, monsieur les élus et puis tous les responsables et personnes qui s'intéressent effectivement à l'économie sociale et solidaire. Moi, je porterai un témoignage sur le fait que sur l'agglomération des PVA, Dracélie-Provence-Verdon, nous sommes de plus en plus sensibles effectivement au poids de l'économie sociale et solidaire à plus d'un titre. Alors,
Pour ajouter quelques chiffres, voilà, une donnée concrète, c'est que sur l'agglomération, on sait très bien qu'on a donc 4348 emplois. Vous voyez, c'est déjà assez précis à ce stade, c'est-à-dire pas loin d'un quart effectivement de l'emploi privé. Donc, que faire à partir de cela, effectivement, de cette donnée? Ben, réaliser que nous avons un rôle à jouer. N'oublions pas que l'agglomération, dans sa compétence juridique première, je dirais, doit effectivement le développement économique. Et l'économie, ça n'est pas qu'un axe, c'est effectivement une diversité de personnes et d'activités, de telle manière qu'un territoire soit toujours plus fort et, pour ne pas dire d'ailleurs, résilient face à nos enjeux qui sont déjà effectivement la transition écologique. Alors moi, je vous ferai une petite présentation, mais assez courte en 2 temps. C'est vous dire d'abord politiquement, effectivement, cette conscience que nous avons, que l'on reconnaît chez les acteurs de l'économie sociale et solidaire, des acteurs territoriaux de ce tissu économique et social. D'ailleurs, on a eu l'occasion de faire le premier forum du handicap l'année dernière en 2022 sur Draguignan, et nous avions identifié plusieurs de ces acteurs qui donc sont en majeure partie très très actifs sur notamment effectivement cette thématique du handicap. Nous sommes conscients d'ailleurs aussi du format adapté et adaptable donc de ces acteurs de l'économie sociale et solidaire par rapport à ces enjeux locaux que l'on a commencé d'identifier, et je dois reconnaître qu'on était un petit peu en retard jusqu'à l'année dernière sur cette identification des enjeux, mais on y vient. On a conscience d'ailleurs qu'ils interviennent aussi sur de l'innovation, sur les services de proximité, sont des lieux de formation, d'insertion, voire de réinsertion. Nous avons déjà un certain nombre d'entre eux qui interviennent d'ailleurs sur la médiation et l'insertion numérique. Alors, vous parlez de tiers-lieux, on a déjà des tiers-lieux qui se créent sur les territoires qu'on tâche d'aider déjà en mettant à disposition des locaux. Alors, dans les exemples concrets, nous avons aussi bien sûr l'État qui est partie prenante, puisqu'on a identifié un certain nombre de communes dans le cadre de ce programme que vous connaissez de plus en plus, je pense, ces petites villes de demain, où bien sûr on va faire appel à l'économie sociale et solidaire autour de la petite enfance, du numérique, la création de tiers-lieux, de tâcher d'aller sur la fabrique de territoires et de développer de plus en plus d'emplois là-dessus avec de plus en plus de prestations, parce qu'on a besoin, on se rend compte bien sûr, qu'au-delà des collectivités territoriales, il nous faut externaliser et trouver de la structuration qui vienne compléter notre offre sur le territoire et notamment donc sur l'action sociale. C'est pour nous aussi l'opportunité, l'ESS, d'avoir toujours un peu plus de démocratie participative, parce que ne serait-ce que sur le mode de fonctionnement, on s'aperçoit qu'on a bien des choses à apprendre et à échanger avec ces acteurs qui nous apprennent peut-être aussi un mode de fonctionnement. On s'aperçoit que plus on élargit et plus on sait structurer sa démocratie participative, et plus on trouve de résolutions à nos problèmes territoriaux. Exemple concret, toujours à l'agglomération, on a avec la DEVECO, c'est-à-dire au service de développement économique, donc des personnes qui travaillent à la mise en place de l'économie circulaire, qui identifient des ESS, alors notamment, tout à l'heure on entendait parler, effectivement, chez nous c'est la même chose, au niveau des recycleries, et là j'appuie politiquement de telle manière qu'on puisse venir aider de plus en plus des acteurs qui sont déjà un peu au maximum de l'emploi, mais qui se trouvent aussi en difficulté, non seulement par le fait du contexte, mais par le fait même qu'à un moment donné, on est toujours sur une situation de décrochement lorsque effectivement on se développe. Et puis si on n'a pas un soutien d'une manière ou d'une autre, alors soit sur un foncier, un local, et puis au niveau de l'emploi, le cas échéant, on se rend compte effectivement qu'on a le risque d'un décrochage de ces ESS. Et donc je pense qu'il est en même temps pour nous urgent sur le territoire de s'en rendre compte et en même temps de voir comment intervenir auprès de ces acteurs. On a commencé de mettre en place aussi la PTSI, c'est la plateforme territoriale de synergie interentreprises. Malgré le terme, en fait, il n'y a pas que des entreprises, le domaine privé, en l'occurrence, qui ne seraient pas des ESS. Il y a bien aussi des ESS qui sont partie prenante aujourd'hui. Et on a déjà 40 contrats depuis un peu plus d'1 an qui sont mis en place pour des échanges donc de déchets, de locaux, donc tout cela de telle manière que dans le cadre du développement de l'économie circulaire, bien, certains se rendent compte qu'ils ont besoin de leurs voisins sur le territoire, dont des ESS, pour prendre en compte effectivement de la matière, pour la valorisation, en l'occurrence matière, et puis aussi pour des échanges d'espace, etc. Sur toujours l'agglomération, on a développé une délégation donc innovation et numérique.
on s'aperçoit qu'à la fois pour la médiation et l'inclusion numérique, on a besoin d'aller vers les ESS où on développe, et au travers des fonds de service, des conventionnements et la mise en place et la mise à disposition de locaux où effectivement on rend de plus en plus service aux populations, alors qui pour les démarches administratives, qui pour se former un petit peu, qui pour être sensibilisé, y compris sur la cyberdépendance, d'avoir comme cela effectivement des lieux sur le territoire où on a en même temps, on s'aperçoit des profils qui sont déjà prêts à l'emploi en quelque sorte, alors de temps en temps avec un petit peu de formation, mais où tout de suite on a le sentiment de partage et de personnes qui sont en capacité de faire du service de proximité. Sur la commune de Salerne, alors aidée, comme je disais, par l'État et en collaboration avec l'agglomération, donc là, c'est du coup le maire qui parle, nous avons plusieurs projets où, par exemple, on interviendra d'ici 2 ans, donc c'est concret, hein, on a déjà une assistance à maîtrise d'ouvrage qui se met en place, on a déjà déposé aussi la DETR, la possibilité sur un bâtiment communal, un joli bâtiment communal bien placé en plus au cœur de ville, d'y faire de la rénovation énergétique pour, sur 3 niveaux, y remettre du service de proximité. Ça s'appellera le pôle numérique multiservice, où d'emblée, on sait qu'on va y intégrer des acteurs de l'ESS. Nous avons aussi, pour finir, avec le CCAS, mené plusieurs actions. Et nous sommes en train de réaliser le premier pôle social de notre territoire, avec plusieurs permanences déjà. On a du conventionnement où on sait qu'on est déjà actif, mais pour l'instant, on a des acteurs éparses sur le territoire. On va les regrouper effectivement sur la gestion planning. Dans le même temps, on va créer aussi des espaces de discussion entre les personnes, des espaces ressources, où sur ce site-là, cœur de ville aussi, on va y mettre du soutien scolaire, de l'emploi, l'aide à l'emploi des jeunes, l'information sur les droits des femmes et des familles, de l'accès aux soins, etc., etc., etc. Donc, je peux l'affirmer, l'agglomération, avec l'aide de l'État, bien sûr, il faut le souligner, et donc notre commune, en l'occurrence Salerne, nous venons en soutien de l'économie sociale et solidaire. Merci beaucoup pour cette présentation. Alors forcément, c'est un peu frustrant ce lancement, mais l'idée, c'est qu'ensuite, dans les différents temps de rencontre, on puisse creuser les différents aspects. Mais voilà, enfin, vous illustrez parfaitement l'acteur de l'ESS comme étant parfois, on dit, le premier kilomètre de la politique publique sur ce lien avec les habitants et voilà, dans la démocratie participative, c'est très intéressant. Je laisse la parole à Laurent Lardit. Merci beaucoup d'être resté avec nous. Merci et désolé pour merci beaucoup, de Monsieur bousculer un petit peu le Dubois. planning. Bonne journée. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Monsieur Lardit, alors on a parlé de la place de l'ESS dans les territoires ruraux. Une ville comme Marseille a aujourd'hui une délégation à l'économie sociale et solidaire. Est-ce que vous pouvez nous présenter en quelques mots pourquoi cette délégation et puis peut-être un point fort à partager de ce que vous faites? Est-ce que et l'intérêt d'un club de collectivité pour vous? Le club des collectivités, bonjour à tous, hein, évidemment. J'ai écouté avec intérêt les premières interventions et je pense que c'est d'ailleurs, elle montre bien tout l'intérêt d'avoir un club, de partager des expériences et des approches sur l'économie sociale et solidaire qui peut être effectivement très différente en fonction des territoires, de leur taille, mais de leur nature aussi. Rurale. Marseille, on est à la fois dans la ruralité et dans la ville, puisque vous savez qu'on a quand même aujourd'hui un tiers de surface agricole et un tiers de surface sauvage hein, sur le volume de la ville lui-même, avec pas mal de projets qui se développent dans l'ESS et qui relèvent de projets qu'on verrait tout à fait dans des zones complètement rurales. Ce que je voulais peut-être rapidement, d'abord, c'est remercier quand même la présence aujourd'hui de Baptiste Luçon, qui travaille beaucoup sur le sujet de l'ESS, qui est adjoint au maire des 6e et 8e arrondissements de Marseille, qui s'est passionné, je dirais, pour ce sujet. Vous aurez la possibilité dans les échanges après, parce que moi je vais partir malheureusement assez rapidement après l'intervention, d'échanger aussi avec au moins Laurent Boy, hein, qui travaille au sein de la direction de l'économie, du tourisme, du commerce, de l'emploi et de l'enseignement supérieur et de la recherche, qui est donc la personne aujourd'hui qui est dédiée au sujet de l'ESS au sein du service de l'économie, en sachant qu'on a une autre personne maintenant qui est un doctorant en CIFRE hein, qui travaille pour quelque temps à la ville de Marseille. Donc, vous voyez, on équipe beaucoup. Moi, je voudrais rapidement vous faire une sorte de témoignage. D'où on part déjà
on part d'une situation paradoxale. La première, c'est quand même que aujourd'hui, on peut considérer que le soutien à l'ESS est une priorité pour la ville de Marseille, c'est clair, et ça ne l'était pas il y a 3 ans, hein, lorsqu'on est arrivé, alors qu'il y a un vrai paradoxe, parce que l'ESS était déjà très présente sur Marseille. Donc, nous, on considère que c'est un potentiel qu'il est urgent de valoriser et de soutenir, en sachant que oui, alors effectivement, tout ce que vous savez, tout ce que vous dites, hein, une réponse économique originale aux grands enjeux actuels d'une ville comme la nôtre, besoin d'innovation, résorber les fractures, enfin, on a sur les transitions écologiques, sociales, énergétiques, la nécessité de produire du lien, du bien commun, de travailler autrement. Tout ça, on sait que les entreprises de l'ESS le portent bien. Mais nous avons aussi sur Marseille quand même une particularité. On est aussi très pragmatique par rapport au sujet strict de l'économie. C'est que aujourd'hui, l'ESS à Marseille, c'est un peu plus de 40 000 salariés, de 3 000 établissements. Aujourd'hui, alors que la moyenne nationale, on a parlé de la moyenne régionale là, mais là, je prends la moyenne nationale, c'est 11% de l'emploi privé. À Marseille, c'est 19%, c'est pratiquement le double. Donc, évidemment que lorsqu'on veut travailler dans le sens du développement économique, on se dit que au lieu d'essayer désespérément de créer des vagues où elles n'existent pas, il vaut mieux prendre des vagues là où elles existent et d'essayer de les pousser un peu plus. Donc voilà, on a 2 bonnes raisons, je dirais, aujourd'hui de soutenir l'ESS. Alors, comment est-ce qu'on s'en saisit? Alors, on a effectivement des projets spontanés et puis des choses qui existaient déjà à Marseille avant. La friche de la Belle de Mai, que certains connaissent. L'après-M, qui commence à avoir une bonne notoriété parce que c'est quand même, on est parti d'une lutte sociale au sein d'un McDo, d'un restaurant McDonald's et qui aujourd'hui s'est transformé en un restaurant d'insertion. Récemment, on a créé une régie de quartier sur un arrondissement de la ville qui est le 1er et le 7e arrondissement. Donc, et on structure tout ça aujourd'hui très clairement au travers d'une feuille de route économique qui sera présentée au conseil municipal que je vais présenter au conseil municipal le 20 octobre prochain et qui intègre très clairement un chapitre clairement sur l'ESS. Comme je vous l'ai dit, on a structuré également à l'intérieur des services. Donc aujourd'hui, on a des interlocuteurs au sein des services de la ville qui sont dédiés à l'économie sociale et solidaire. Et puis, on renforce les soutiens et les partenariats avec les acteurs de l'ESS que vous connaissez pour la plupart d'entre eux, hein, la CRES évidemment, historiquement Marseille Solutions, Intermed, plus récemment, enfin en tout cas de manière plus forte, France Active, avec lesquels on travaille beaucoup et on a une sorte de contrat de développement sur Marseille. Ensuite, France Active agissant comme ils le souhaitent, bien entendu, ils gardent bien entendu leur indépendance. L'URSCOP, évidemment. Donc, il s'agit vraiment d'amplifier à Marseille le mouvement de l'économie sociale et solidaire. Et là-dessus, je dirais qu'on est en fait, on est extrêmement volontaire, quoi. Et c'est comme ça qu'il faut le considérer avec, et ça c'est un point, je pense, qui est important d'aborder ensemble, avec la conviction aussi qu'il faut porter une conviction. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend bien compte que on va l'appeler dans l'économie classique. Dans l'économie classique, il y a parfois des petits sourires en coin. L'économie sociale et solidaire, c'est pas bien sérieux. On voit qu'il y a des gens qui s'amusent, etc. Non, je pense qu'il faut aujourd'hui faire ce travail de rapprochement en fait entre cette économie classique et cette économie sociale et solidaire, et dans les deux sens. On le voit très bien pour ceux d'entre vous qui sont en pratique par rapport à l'économie sociale et solidaire. Il y a quand même aussi beaucoup d'acteurs qui hésitent quelque part parfois à dire qu'ils sont dans le champ de l'économie, alors qu'ils savent très bien que c'est par l'économie qu'ils vont valoriser leur propre projet. Donc, je pense qu'il est autant important aujourd'hui que l'économie sociale et solidaire apporte à l'économie classique ses solutions, d'une certaine manière. On le voit bien, dans l'engagement, par exemple, toutes les entreprises des secteurs d'activité qui n'arrivent pas à recruter le font parfois beaucoup plus facilement lorsque tout à coup cette espèce de fonction sociale de l'entreprise au travers de l'économie sociale et solidaire est valorisée. On le voit bien d'ailleurs dans tout le mouvement des entreprises dites classiques qui rentrent dans ces mouvements à impact, etc., des choses qui finalement ressemblent un peu au domaine de l'économie sociale et solidaire. Mais à l'inverse, je pense qu'effectivement, on a de la part des entreprises de l'ESS des choses aussi à apprendre de l'économie classique. Voilà à peu près ce que moi je voulais rapidement vous dire. On a peut-être, par rapport à ce qu'on est en train de faire aujourd'hui, on continue à tisser des liens, des coopérations. Celle qu'on entame aujourd'hui me paraît importante.
On a par exemple, nous, le 26 octobre, on organise à Marseille une table ronde pour les 10 ans de la loi Hamon. Avec Hamon, tant qu'à faire, on s'est dit, tant qu'à faire, allez chercher celui qui est responsable de cette loi. Je sais qu'il y a, le RTES participera. C'est la CRESPACA qui organise avec la ville de Marseille. Vous êtes tous évidemment conviés. Je pense que ce sera un bel échange. Mais de manière plus générale, un point particulier pour moi qui est important, c'est que la ville fait ses propres efforts. La ville fait sa propre analyse aussi, c'est-à-dire que le schéma des achats responsables, il est en route à la ville. On a besoin aussi d'être capable d'adresser, et en tout cas, non seulement d'adresser, mais surtout au départ, de ne pas barrer la route aux entreprises de l'ESS par rapport au marché public. Et là-dessus, c'est une vraie réflexion interne qui est menée au sein des services de la ville. On sait bien que la clé du financement est extrêmement importante et que là-dessus, on a besoin je pense aussi, de bien concerter entre nous sur les solutions qui sont mises en œuvre de ce point de vue-là, parce qu'on sait très bien, aujourd'hui, les soutiens, ils arrivent des... Moi, je prends par exemple un projet comme l'Après-M. Un projet comme l'Après-M, aujourd'hui, il n'est pas financé par toutes les collectivités qui pourraient le financer. Donc, je pense qu'à un moment, il faut aussi se mettre autour d'une table et être capable de décider entre collectivités et dans la hiérarchie des collectivités, la région, le département, la métropole quand il y a une etc., ou une intercommunalité quelconque, de discuter autour d'une table et de dire il faut se mettre ensemble sur un plan minimum parce que ce sont des cofinancements qui doivent venir sur ces choses-là. Moi, je sais, j'ai l'exemple justement du restaurant d'insertion dont je parlais de l'après-midi tout à l'heure, sur lequel ils ont du mal à capter tous les financements auxquels, en théorie, ils auraient droit. Voilà. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion entre les collectivités aujourd'hui à mener sur ce sujet, mais peut-être que le premier plaidoyer doit être porté sur cette idée que un certain nombre d'acteurs qui s'intéressent à l'économie doivent comprendre à quel point l'économie sociale et solidaire fait partie de l'économie, fait partie des solutions pour créer de l'emploi. Voilà globalement ce que je voulais vous dire dans cette très courte intervention. Merci de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation et pour partager aussi ces convictions. Je vous propose un petit temps d'échange, ou de questions, si vous avez des questions ou des témoignages complémentaires, avant de passer la parole à Jean, qui est président d'un réseau d'acteurs qui, je pense, dont une des missions est de favoriser le rapprochement entre aussi les acteurs de l'ESS et de l'économie classique au travers d'un pôle territorial de coopération économique. Mais peut-être juste avant de passer à cette intervention, je ne sais pas si vous souhaitez réagir, poser des questions ou partager dans vos collectivités. Est-ce que ça fait écho à ce que vous vivez, ce que vous avez envie, ce que vous développez au sein de vos collectivités? Est-ce qu'on pourra diffuser, donc, ou peut-être via Laurent, l'invitation à la rencontre sur la loi sur l'ESS aux participants à la rencontre? Très bien. Parce qu'effectivement, nous, ce qu'on a pu voir au sein du RTES, c'est que la loi de 2014 a contribué à faire en sorte à développer les politiques de soutien à l'économie sociale et solidaire dans les collectivités. Et comme vous l'avez souligné, alors, même si la région a un rôle important de chef de file sur le développement économique, mais toutes les collectivités ont des possibilités d'intervention et un rôle important, puisque à la fois les activités de l'ESS croisent les compétences des collectivités, et en plus, il y a des leviers comme la commande publique qui sont bien sûr partagés par toutes les collectivités. Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas de questions ou de propositions d'intervention pour l'instant, n'hésitez pas à lever la main si vous le souhaitez. Oui, Jean, Ah, ok, tu lèves la main D'accord, parce que sinon... Non, c'était juste pour te poser la question. Est-ce qu'on a la date de la rencontre sur l'ESS à Marseille? Laurent ou David? C'est le 26 octobre. Le 26 octobre. Donc, dans 16 jours, c'est ça? Oui, à 18h. À À quel endroit? l'Alcazar, à la bibliothèque L'Alcazar. Merci. Tram numéro 2. Merci.
Merci Laurent Lardit, merci beaucoup. Et donc, effectivement, Laurent et Mathis de la ville de Marseille pourront voilà, répondre aux compléments. Merci beaucoup. Bah, écoutez, s'il n'y a pas d'autres interventions, témoignages pour l'instant, bah, je vous propose qu'on passe la parole donc à Jean Or, qui est donc le président de l'UDES, un réseau d'acteurs de l'économie sociale et solidaire qui est porteur notamment d'un pôle territorial de coopération économique, un PTCE, et qui voilà, va nous présenter enfin, la façon dont ce PTCE travaille en lien avec les collectivités, puisque une des particularités des PTCE, mais que tu présenteras, c'est vraiment d'être cette structure qui permet une coopération entre des acteurs de l'ESS, des acteurs de l'économie classique, des collectivités et des organismes de recherche et d'enseignement. Et je pense que ça fait bien écho aux interventions précédentes et à l'importance d'avoir ces démarches de coopération ancrées dans les territoires. Jean, je te laisse la parole. Merci de nous avoir invités, même si on n'est pas une collectivité, mais pour témoigner des relations qu'on peut avoir ou qu'on peut espérer avec les collectivités. Donc, je suis président de l'UDES, Union départementale d'économie sociale et solidaire. On travaille bien entendu avec la CRES, l'idée étant de faire reconnaître l'ESS comme un des partenaires, puisqu'on est 20% des emplois privés du département. On n'a pas de chambre consulaire, mais on estime pouvoir être pris en compte par les partenaires publics, parce que le constat, et ça a déjà été dit ailleurs, c'est que l'ESS n'est pas forcément reconnu comme un partenaire économique à part entière. Voilà. Donc on a travaillé, donc là je représente l'UDES, mais le projet du pôle territorial de coopération économique qui s'appelle Altitude Coopérante est porté par un collectif d'acteurs et pas uniquement par l'UDES. Voilà. C'est nous qui l'avons initié en 2018 et on a eu plusieurs phases. La première phase, c'est quand même le constat qu'on peut faire avec les collectivités locales, les coopératives, les associations essentiellement locales, mais tous les acteurs de l'économie présentielle, hein, de la fragilité de l'économie de montagne, l'économie rurale. On a trois types de difficultés. Les politiques publiques sont souvent en tuyau d'orgue, très sectorielles, et nos approches nécessitent souvent une approche intersectorielle sur nos vallées. La deuxième grosse difficulté, c'est la question, comme pour la ville, hein, des transitions. On a en ce moment des pauvretés, des transitions sociales, on a des transitions écologiques importantes sur l'eau et sur l'énergie, transitions écologiques aussi sur la biodiversité. Donc il y a besoin et c'est souvent l'ESS qui est un des partenaires des collectivités locales pour amorcer, pour initier, pour mettre en œuvre ces transitions. Mais le troisième sujet qui est pas le moindre, c'est qu'on n'a pas forcément les moyens financiers, on est peu peuplé, on a peu de grosses structures, de grosses collectivités, et les appels à projets nous passent au-dessus de la tête la plupart du temps en milieu rural, parce qu'on n'a pas l'ingénierie ou la surface financière pour répondre à ces appels à projets. Et la seule manière qu'on a imaginé et qu'on arrive à s'en sortir, les collectivités comme les associations, comme les coopératives, c'est en coopérant, en mutualisant, qu'on arrive peut-être à à répondre à des appels à projets et à capter des financements qui nous passent la plupart du temps au-dessus de la tête en milieu rural, dans les montagnes en particulier. Mais je sais qu'en milieu urbain, ce n'est pas facile pour autant, hein. Voilà. Donc, on a lancé l'idée de travailler et je vais argumenter un peu les trois niveaux de coopération avec les territoires leaders, d'abord les PETR ou les anciens pays, qui était le premier niveau de coopération. Le deuxième niveau de coopération qu'on souhaite et qu'on a essayé de mettre en œuvre, c'est avec les EPCI. Et le troisième niveau de coopération avec le département pour essayer d'être très concret sur où on en est, mais c'est qu'un travail qui est démarré en 2018, mais qui se poursuit. On n'en est qu'au démarrage, PTCE n'ayant été validé que l'année dernière.
le premier point, c'est qu'on a travaillé bénévolement à repérer les difficultés et on a obtenu un financement en coopération leader avec trois territoires du département, donc les collectivités, avec un soutien de la région et de l'Europe, pour bâtir des premiers outils. Notamment, les premiers outils, c'était de mieux se mutualiser nos connaissances de l'ESS, qui a débouché notamment sur, donc voilà, ça c'est les premières collaborations financières sur des territoires leaders. Ça a débouché sur un site internet que vous pouvez aller voir qui s'appelle Altitude Coopérante, où toute notre production des trois dernières années sont en ligne, notamment avec une cartographie des acteurs de l'ESS du territoire. Et cette cartographie où les gens s'inscrivent eux-mêmes de manière à être plus visibles, parce que l'ESS n'est pas visible, même les acteurs de l'ESS ne savent pas forcément qu'ils font partie de l'ESS. Les collectivités locales, encore moins. Donc l'idée étant de rendre lisible l'ensemble des acteurs de l'ESS sur une cartographie partagée, et on essaye de la partager avec les EPCI, que chacun ne fasse pas son annuaire dans son coin en prenant beaucoup de temps à remplir un annuaire, à faire des fiches, des questionnaires. L'idée, c'est que l'outil qu'on a mis en œuvre, qui est en ligne, peut être partagé avec les EPCI. La commune de Briançon l'a déjà mis sur son site internet, l'a repris, on a négocié avec eux, c'est pas la peine que vous fassiez un travail à côté, mais on peut faire un travail ensemble pour mettre à jour cet annuaire, pour éviter voilà, les doublons et le travail chacun dans son petit territoire. À l'échelle du département, on n'a pas fini de contractualiser avec les EPCI et que toutes les associations et les coopératives se mettent sur cet annuaire en commun. C'était un premier outil. Un deuxième outil qu'on a mis en œuvre, c'est aussi l'échange de biens de service. On s'est aperçu que pas mal de structures de l'ESS ont des difficultés à trouver des locaux, trouver du matériel, à trouver des compétences. L'idée, c'est qu'on puisse mutualiser ces locaux, ce matériel et ces compétences. L'ESS en a à proposer, à échanger avec d'autres, les collectivités locales aussi. Donc l'idée, c'est que les collectivités locales utilisent le partenariat avec l'Altitude Coopérante pour faire mieux connaître les moyens disponibles qu'elles peuvent mettre à disposition de l'ESS, mais pourquoi pas des entreprises privées et des autres acteurs locaux. Voilà, ça, c'est les deux axes de travail sur les outils déjà créés de coopération, de mutualisation de moyens et de connaissances mutuelles. J'en viens maintenant à un deuxième niveau de partenariat plus projet, sur lesquels dans le PTCE, on a travaillé avec le territoire, le PETR de Briançon, du Briançonnais, 3 EPCI, qui gère le leader, qui nous a cofinancé, mais qui est sur des projets de transition importants. Notamment, ils ont travaillé sur un EIT, écologique, industriel et territorial, un projet pour lequel ils ont fait une étude préalable et on travaille avec eux pour voir comment on concrétise cette EIT sur ce territoire. Donc, c'est un projet en cours. Voilà, l'étude préalable a été faite par le PETR. L'idée, c'est comment on travaille avec la CCI et avec ce territoire pour aller plus loin sur les coopérations industrielles territoriales. Industriel, c'est un grand mot, hein. Il n'y a pas d'industrie chez nous, hein. Il y a très peu d'industrie. Dernier point, peut-être pour aller vite, hein. Tu m'as demandé d'aller vite, on va vite. Le partenariat avec le département. Le département nous a soutenus à travers son agence de développement dans le diagnostic préalable. Dès 2018, l'agence de développement économique nous a aidés à faire le diagnostic territorial et nous aide même financièrement pour embaucher une stagiaire, etc. Pour l'instant, on n'avait pas de salariés. L'UDES travaillait sans salariés qu'avec du bénévolat et du volontariat. Voilà. Mais l'ADEPT nous aide beaucoup depuis le début, donc continue à nous aider. Et le département a nommé une déléguée à l'économie sociale et solidaire il y a 2 ans. Bien entendu, on s'est rapproché de Valérie Rossi, qui est une déléguée à l'ESS, de manière à voir comment, avec le département, on fait reconnaître l'ESS. Ça nous a permis d'avoir un soutien du département sur le PTCE, très concrètement, et un soutien financier, ce qui n'est pas négligeable. Valérie Rossi essaye de travailler avec les élus du département pour qui l'ESS, ce n'est pas leur préoccupation première et n'ont pas une connaissance très nette. Donc, ça a été dit tout à l'heure, l'idée, c'est d'arriver à
à une pédagogie avec les élus pour dire que l'ESS, ce n'est pas que de l'insertion par l'économique, ce n'est pas que du social, ce n'est pas que de, mais c'est de l'économie à part entière et tournée vers le futur. Et c'est une force pour le département. Le département aide pas mal de structures de l'ESS, mais en tuyau d'orgue, hein, par silo, le social, l'aide à domicile, etc. Il n'y a pas une politique encore transversale, complète de l'ESS, ce à quoi on y travaille avec notre délégué à l'ESS départemental. Mais on a réussi à obtenir un premier projet, et c'est un peu dans ce sens-là qu'on veut aller, euh, autour de l'alimentaire. Voilà. On a, comme beaucoup de territoires, travaillé avec nos adhérents caritatifs sur l'aide alimentaire pendant la crise du Covid. Et on a pu travailler avec une conférence interassociative de lutte contre la pauvreté, euh, avec le département et avec l'État pour avoir les moyens de renforcer cette aide alimentaire. Ça, c'est quelque chose qui existe depuis 4 ans, qui a fonctionné, euh, avec une quinzaine de structures d'aide alimentaire sur le département. Le département jouant le jeu, il y a un PAT départemental et c'est un des axes du PAT départemental. Alors, on est bien dans du partenariat public-privé ESS. Mais il y a eu un appel à projet au mois de juin dernier, un appel à projet national sur mieux manger pour tous. Les structures caritatives n'avaient pas les moyens seuls d'y répondre. L'UDES ou le PTCE n'était pas habilité, on n'est pas structure caritative, on n'avait pas le droit de répondre. Mais le département et les collectivités avaient le droit de répondre. Comme on avait un partenariat, une ancienneté de partenariat existante, il y a 5 associations qui ont écrit un projet ponctuel, soit sur un territoire, soit sur un axe, faire du glanage, faire de la cuisine collective avec les structures d'aide alimentaire, travailler avec Échange Paysan, qui est une SCIC sur les agriculteurs locaux pour alimenter en produits locaux. Bref, l'ensemble de ces partenaires, 5 sous-projets ont été écrits par les associations et les coopératives, et le département, dans le cadre du PAT, a fait l'assemblage de ces 5 projets pour déposer un projet au titre du département dans cet appel à projet. On n'a pas la réponse, on l'attendait pour fin septembre, on l'aura peut-être, mais en tous les cas, ça illustre la manière dont on voudrait travailler, c'est-à-dire qu'à terme, quand on a un problème commun social, de transition, donc là c'est alimentaire et ça reste d'actualité, mais ça peut être sur l'énergie, ça peut être sur les mobilités, etc. Les structures étant trop petites, soit les collectivités, soit les structures ESS, soit les partenaires privés, sont trop petits pour répondre, c'est qu'on aille chercher en commun des moyens en répondant à des appels à projets européens, de fondations ou nationaux, pour y répondre collectivement et d'une manière coordonnée et non pas chacun dans notre coin en concurrence les uns avec les autres. Ça, c'est l'objectif du PTCE qui va s'appuyer sur les outils déjà mis en place dans Leader. Et maintenant, ces outils étant en place, on se connaît, on est connu, on est un peu aidé, c'est d'arriver à monter des projets en appui aux acteurs de terrain, comme on vient de le faire sur l'alimentaire, mais on compte bien en faire sur d'autres sujets. On a pu embaucher une animatrice depuis 3 mois, voilà, grâce à la labellisation PTCE. Et l'idée, c'est de monter en puissance. Une animatrice pour un département, c'est quand même pas beaucoup, hein. Voilà, soyons clairs, hein, sur le ESS, on ne va pas révolutionner la vie avec ça, mais il y a un engagement. On est 15 structures associatives et coopératives à porter ce projet PTCE, et c'est à ces 15 structures qu'on essaie de se structurer pour faire boule de neige et entraîner les autres acteurs, collectivités, et ESS et entreprises classiques aussi, pour monter des projets en commun en réponse aux besoins du territoire. Bon, j'étais un peu rapide, mais voilà un petit peu les pistes très concrètes et les difficultés qu'on a aussi d'être reconnu en tant qu'acteur économique à part entière et les Merci beaucoup. difficultés d'ingénierie. Merci beaucoup pour cette présentation. Effectivement, voilà, l'idée c'est que toutes les présentations soient assez rapides, mais ça nous semblait important d'avoir aussi le témoignage de votre démarche. Parce que ça illustre bien aussi comment les acteurs de l'OSS peuvent être vraiment partenaires de politiques publiques, hein, par exemple autour de l'alimentation, et aussi sur l'articulation entre les différentes
échelle aussi bien côté collectivité, entre le travail avec une commune, un EPCI, un département, on n'avait pas beaucoup parlé jusqu'ici, la région qui a un rôle important en matière de développement économique, le national et même l'européen, puisque les programmes leaders qui ont été évoqués à plusieurs reprises sont des financements européens favorisant aussi la coopération territoriale. Donc, c'est un point qui nous semblait important. Peut-être un autre point, parce que ça fait l'objet de quelques échanges dans le chat, l'importance d'avoir un élu, une élue ayant une délégation à économie sociale et solidaire. On voit bien au travers de votre présentation que en termes de lisibilité pour les acteurs, d'avoir l'interlocuteur dédié à l'économie sociale et solidaire, c'est un point important. Et au sein de la collectivité, c'est aussi un point important pour avoir un appui sur, notamment pour développer la sensibilisation à l'économie sociale et solidaire qui a été évoquée à plusieurs reprises, et notamment l'introduction par Jérôme Viau via la présentation de Jean Florès. Enfin, vraiment, cette importance de faire connaître l'économie sociale et solidaire, de montrer la diversité de ce qu'est l'économie sociale et solidaire. C'est vrai que c'est pas toujours facile à comprendre. Il y a une très grande diversité de types d'acteurs, de statuts, de domaines d'activité. Donc, vraiment, cette dimension un peu pédagogique est très importante, et je pense qu'elle a été bien illustrée dans les différentes interventions. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on est un peu jaloux de Grasse, et où il y a une volonté politique. D'une part, ils sont venus à notre forum l'année dernière pour témoigner de leur expérience, histoire de mobiliser peut-être des élus locaux sur l'importance de s'engager dans le ESS, dans le département. Parce qu'il n'y a pas uniquement, il y a une élue, mais il n'y a pas de service ESS qui n'est pas encore reconnu comme un service en tant que tel, ni au niveau du département, ni au niveau des EPCI. Donc on y travaille, et c'est vrai que grâce avec des salariés dédiés et des élus dédiés, ça nous fait rêver. Voilà, merci. Merci. Et peut-être simplement sur les élus, parce que alors, vous avez la chance d'avoir deux élus au département et à la région en charge de l'ESS, donc avec Valérie Rossi au niveau du département et Agnès Rossi, c'est ça, qui est conseillère régionale déléguée à l'économie sociale et solidaire. Je crois que nous avons des représentants de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je ne sais pas si vous souhaitez dire un mot de... Si vous souhaitez prendre la parole maintenant ou à une prochaine... Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, Sandrine Lebreuil-Margot, chef de projet ESS, donc depuis peu à la région. Non, aujourd'hui, je suis là en tant qu'observatrice technique. Voilà. Donc j'écoute, mais rien à dire au nom de l'institution régionale. Très bien. Merci. Mais voilà, compte tenu du rôle important de la région, on aura l'occasion dans une prochaine rencontre du club d'avoir une présentation de la politique régionale et de l'articulation avec les départements, les EPCI et les communes. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup en tout cas pour votre participation. Merci. Je peux me permettre de souligner une difficulté, mais qui est un atout. C'est-à-dire que l'ESS, c'est de l'économie. Donc, Agnès Rossi dépend de l'économie. Donc, c'était les services économiques. On est des entreprises comme les autres. On peut bénéficier des aides à l'économie. C'est le discours du service économique de la région. Mais c'est vrai qu'on est économique, mais on est aussi social et solidaire. Voilà. Et là, c'est notre lien avec le département, mais aussi avec des autres services, notamment d'attractivité territoriale. Parce qu'on ne fait pas que de l'économie pour faire du profit, mais on fait de l'économie pour répondre aux besoins des territoires. Et c'est ces différentes approches qui sont complémentaires qu'il nous faut arriver à rendre lisibles, voilà, et pas à les opposer, l'économique contre le social ou contre l'écologie. Je pense que c'est très lié. Voilà. Oui, tout à fait. Ça a été bien présenté par David Eckel au début, puisque je pense qu'effectivement, les CRES ont un rôle très important de plaidoyer à l'échelle nationale via l'organisme ESS France, à l'échelle régionale
en lien avec les dynamiques d'acteurs à des échelles plus locales. Donc dans le chat, il y a quelques prochaines dates avec effectivement donc la rencontre qui a été évoquée sur le 10 ans de la loi ESS et puis la grande rencontre Faire tiers-lieux qui est organisée par l'Association nationale des tiers-lieux et qui sera accueillie à Marseille les 8 et 9 novembre. Avec à cette occasion une présentation d'un guide d'un guide pour les collectivités sur l'aide au tiers-lieu. Voilà, enfin, qui est un guide auquel on a contribué au niveau du RTES, au niveau national. Et on sera présent à cette grande rencontre Faire tiers-lieu parce qu'on voit aujourd'hui que la question des tiers-lieux intéresse de plus en plus de collectivités et que voilà, il nous semble que c'est pas qu'un effet de mode, c'est aussi une réponse à des besoins de coopération, de mutualisation dans les territoires. Jean-Charles Clerc de la Banque des Territoires, vous avez la parole. Si j'arrive à mettre ma vidéo. Ouais, voilà, c'est bon. Bon. Bonjour à toutes et à tous. Alors, je sais pas si, en fait, combien il est resté de temps, donc je savais pas si j'intervenais maintenant ou pas, mais je voulais juste faire un retour sur la position de la Banque des Territoires vis-à-vis de l'ESS, notamment en région PACA, puisque ça faisait vraiment écho aux différents témoignages qu'il y a eu pendant cette heure et demie, à savoir que la Banque des Territoires, en tant qu'outil d'investissement de la Caisse des dépôts, donc a pour objectif d'intervenir sur le développement, on va dire, durable et inclusif des territoires et sur les questions d'intérêt général. Et donc, localement, il y a vraiment une conviction sur le fait que les projets d'ESS sont les vecteurs, notamment de ces enjeux de développement territorial et de réponse à l'intérêt général. Et donc, il y a une direction qui a été mise en place cette année, directement dédiée à l'innovation et à l'économie sociale et solidaire. Et donc, dans ce cadre-là, il y a deux manières finalement d'intervenir, en direct auprès des projets d'ESS, à travers les outils d'investissement et de prêt de la Banque des Territoires, mais aussi en soutien des collectivités, à travers notamment du financement d'ingénierie pour développer des projets liés à l'ESS. Donc, bon, là, l'intervention est assez courte, mais je pense que dans le cadre du club qui est mis en place localement, il y aura possibilité pour nous d'intervenir auprès des projets des territoires et auprès des projets des collectivités en appui et par la mise en place des outils dédiés. Et donc, dans le cadre de prochaines réunions, on pourra peut-être être plus précis sur la manière dont on peut intervenir et dont on peut collaborer avec le club. Tout à fait, je pense que ce sera effectivement une ressource importante pour les collectivités. Est-ce qu'on pourra donner vos coordonnées ou vous souhaitez les donner dans le chat? Je vais les mettre dans le chat tout de suite. Ouais. Ok, parfait. Ouais. Comme ça, si j'arrive à manipuler, mais je vais y arriver. Oh, normalement. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres témoignages ou questions? Alors, peut-être sur la suite, enfin un mot sur la suite avant de passer à une petite synthèse sur les leviers, mais sur la suite, donc là on est bien sur le lancement du club. On vous enverra suite à ce webinaire, donc à la fois enfin, le lien vers l'enregistrement, les diaporamas présentés, et puis un petit questionnaire pour avoir vos retours sur les sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochains clubs. Donc en sachant que sur les formats possibles du club, ça peut être donc des formats sous forme de webinaire de ce type, sur des thématiques ciblées. Là, l'idée, c'était d'avoir des interventions assez larges pour d'élus de collectivités pour montrer l'intérêt de l'ESS, mais on aura
des thématiques plus ciblées, et puis aussi des temps de visite apprenante. Ça, je pense que c'était une des propositions qui était ressortie du petit groupe de travail préalable pour le lancement du club. Je ne sais pas, Baptiste, Luçon ou Jean Flores ou qui d'autre avait participé aux prochaines rencontres, ou Philippe Mazel, des idées, des propositions pour les prochaines rencontres du club, hein. Jean, et puis Baptiste après. Jean. Oui, merci. Juste deux points. Le premier, c'est, on n'a pas, personne, tellement c'est évident, personne n'a parlé du mois de l'économie sociale et solidaire au mois de novembre, qui peut être pour les collectivités locales et territoriales l'occasion d'aider et de fédérer et de mettre en avant et de faire un coup d'éclairage sur toutes les initiatives des acteurs de l'ESS, que ce soit des initiatives des collectivités elles-mêmes ou bien des acteurs de terrain. Nous avons là la possibilité de faire beaucoup de pédagogie et je partage beaucoup le point de vue de Jean Orgue quand il dit que même si en Pays de Grâce, les choses sont acquises, eh bien, c'est important de continuer de convaincre les élus, les chefs d'entreprise et même la population, le grand public, hein. On ne parle jamais du grand public, mais je pense que c'est aussi très, très important de faire connaître et de convaincre. Et deuxièmement, pour les points à voir dans les prochains webinaires, parce que je l'ai entendu plusieurs fois dans cette première partie, dans cette première heure, ce serait comment aider les fonctionnaires et les élus des collectivités territoriales qui ont en place des politiques publiques pour inciter à l'économie sociale et solidaire, à pouvoir travailler dans la transversalité, parce que j'ai beaucoup entendu parler de silos, j'ai beaucoup entendu parler d'orgue, de jeux d'orgue, voilà, et on le rencontre au quotidien, hein, autant ne pas se cacher la face. Donc, s'il y avait des exemples déjà existants, ou bien s'il n'y en avait pas dans notre région, ce pourrait être un sujet de réflexion pour déboucher sur des propositions pratiques, hein. C'est-à-dire quels outils, quels conseils pourrions-nous donner pour faire en sorte que l'ESS soit traité de manière transversale au sein du dev éco, du dev touristique, du social, du culturel, de la jeunesse, voilà. Parce que voilà, il y a aussi un secteur dont on ne parle pas assez non plus, c'est tout le secteur de l'éducation populaire qui, semblerait-il, a perdu de vue les valeurs qu'il animait à sa création au lendemain de la Deuxième Guerre, et qui aujourd'hui n'est plus du tout à l'ordre du jour dans tout le milieu de l'animation socioculturelle. Voilà, en tout cas les liens avec éducation populaire et ESS. Donc le travail en silo, c'est quelque chose plutôt de structurant. Enfin, aider à travailler de manière transversale contre une habitude administrative française qui est le travail en silo, française et sans doute aussi dans d'autres pays, et par ailleurs une thématique que serait éducation populaire ESS. Merci. Merci beaucoup. Sur ce travail, effectivement, en silo, au travers des clubs, ce qu'on essaye aussi, c'est qu'au sein des collectivités, de ne pas mobiliser que les personnes en charge de l'ESS quand il en existe, mais d'avoir, on a par exemple des acheteurs publics, là je crois, on a des personnes qui sont au service des achats, d'avoir les différentes directions qui puissent participer aussi à ces temps de rencontres et d'échanges. Ça, je pense que ça participe aussi à l'acculturation et à faciliter un travail en transversalité. Merci beaucoup, Jean. Baptiste, est-ce que tu... Oui, bonjour, merci à tous. Je suis très heureux que ce club ait eu lieu et que ce webinaire ait lieu. Nous, à Marseille, on va essayer de vous faire une proposition de visite de lieux, de tiers-lieux, de structures
qui se développent aujourd'hui sur notre territoire. PTCE et pas forcément des PTCE, mais aussi des filières économiques on va affiner ça avec Laurent Bois, notamment, et on est preneur. Moi, j'irais bien visiter la vallée de la Roya, évidemment, le pays de Grasse, voir ce qui se fait aussi du côté d'Avignon, pourquoi pas le Vaucluse, etc. Donc, on est preneur pour des échanges et pour se déplacer, il faut qu'on cale un calendrier. Je pense ensemble, on va se poser, on va faire des propositions sur un calendrier. Et puis après, les collectivités qui souhaitent nous faire visiter pourront s'inscrire sur ce calendrier avec des propositions thématiques. Si ça vous va comme fonctionnement. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou propositions? Si je peux me permettre, alors, oui, David. Je crois que la deuxième, par rapport à la structuration d'une feuille de route, la deuxième proposition, c'est qu'il faut, je pense que collectivement, il faut s'acculturer à la compréhension de ce que sont les axes structurants des différentes politiques publiques. Jean-Charles a évoqué l'intérêt qu'il pourrait y avoir à une présentation de la Banque des territoires, des appuis notamment en ingénierie, en accompagnement des collectivités. À mon sens, c'est trop peu connu et trop peu su, et du coup, il y a peu d'agilité en fait des collectivités éventuellement à activer ce type de ressources. Et naturellement, il y a la fonction pivot en matière de développement économique de la collectivité régionale. Il faut comprendre, c'est une politique de soutien inclusif au champ de l'ESS, et il faut la rendre compréhensible pour que tous les acteurs publics, à un moment, puissent bâtir de la stratégie avec la complexité qu'on a indiquée. Comment faire du transversal. Mais du coup, moi, j'aime bien ces deux axes, à la fois de l'échange presque entre pairs, visite apprenante, et le fait de continuer à monter en connaissance collectivement sur quelles sont les ambitions, les priorités de chaque politique publique, notamment en matière économique, et comment on travaille avec cette connaissance de la priorité, de ces priorités, quoi. Je pense que moi, je verrais bien une articulation de deux temps bien distincts pour qu'on se construise une culture commune, et du coup, nos agilités, elles naîtront de ça, en fait. Par exemple, je prends un exemple que je trouve très significatif par rapport à des choses que vous avez évoquées. On co-anime dans le cadre de la plateforme régionale de l'économie circulaire avec les services du conseil régional un groupe de travail qui s'adresse uniquement aux agents en responsabilité des services achats des collectivités. Et en fait, on s'aperçoit une proposition de ce type-là au long cours, sur 5 ou 6 rendez-vous dans l'année, avec une présence régulière, permet à la fois aux agents de monter en plaidoyer et en compétences sur leur pratique en matière d'animation pour certains de leurs schémas d'achat responsables. Et en même temps, ça crée une communauté de pratique sur la relation aux entreprises de l'ESS dans les territoires, quoi. C'est ce type, effectivement, d'expérience qu'il faut arriver à faire au travers du club. En tout cas, ravi de cet élan. Oui. Et puis, je pense qu'on a aussi vu qu'au travers de quelques projets de territoire du type Petite Ville de demain ou d'autres projets de territoire, la transversalité de l'ESS peut aussi être affirmée dans ces projets de territoire qui sont par nature transversaux. Et je pense que partager ce qui peut se faire dans Petite Ville de demain, alors, je ne sais pas où en sont sur le territoire les contrats de relance et de transition écologique, les CRTE, mais voilà, on avait organisé un webinaire il y a quelque temps, il y avait un petit peu d'espoir au travers de ces CRTE d'en faire aussi des outils d'appui à l'ESS, parce qu'il y a un point qui nous semble important. On a vu l'importance d'avoir un élu délégué, des services délégués à l'ESS, mais aussi comment est-ce qu'on inscrit l'ESS dans les projets de territoire, dans la contractualisation, par exemple, entre l'État et les territoires, entre la région et les territoires. Voilà. Écoutez, on vous propose, alors peut-être juste en synthèse très rapide, de vous partager quelques leviers qui, un peu une synthèse de ce qu'on a pu entendre
Alors, est-ce que je vais passer en mode diaporama qui reprend un certain nombre d'éléments qui ont été évoqués donc sur les leviers des collectivités pour soutenir l'ESS. Donc, on a vu au travers des exemples l'importance de diagnostics territorial partagés qui ont été évoqués, l'importance du mois de l'ESS que Jean Flores vient d'indiquer, des guides ou des sites permettant de repérer, d'identifier les acteurs du territoire. Et là-dessus, donc les collectivités ont un rôle pour d'abord elles-mêmes connaître les acteurs de leur territoire et pour contribuer à les faire connaître auprès d'autres acteurs et auprès du grand public, des citoyens, comme ça a été évoqué. A été également évoqué le soutien direct, bien sûr, aux acteurs de l'ESS via des financements, via des aides de droit commun, qui ne sont pas toujours ouvertes aux acteurs de l'économie sociale et solidaire, via des appels à projets, via la participation au capital de sociétés coopératives d'intérêt collectif, voilà, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais c'est aussi un levier important à destination des collectivités. David vient d'évoquer le travail fait avec les acheteurs autour de la commande publique responsable et voilà, c'est un levier particulièrement important pour favoriser le développement des entreprises de l'économie sociale et solidaire et la CRES, mais j'imagine que vous connaissez le rôle important de la CRES sur ce sujet. David, n'hésite pas hein, si tu... autre levier qui a également été évoqué à plusieurs reprises, c'est l'accès au foncier. L'accès au foncier pour des lieux partagés, pour des espaces agricoles, test ou pas test. C'est voilà, vraiment un levier important qui aujourd'hui, avec l'actualité autour des ânes est sans doute particulièrement important et comment est-ce que l'ESS peut être un partenaire des questions de sobriété foncière, c'est voilà, sans doute un point, un sujet à creuser, à argumenter et à travailler sur le rôle des collectivités au travers de mises à disposition de locaux, de baux à des conditions préférentielles, etc. Il y a un certain nombre de façons dont les collectivités peuvent aider et faciliter l'accès au foncier pour les structures de l'économie sociale et solidaire. Oui, alors, si je peux me permettre, à la fois au travers des échanges qu'il y a eu ce matin, mais aussi au travers de tout ce qu'on connaît des échanges, soit avec les entrepreneurs de l'ESS dans les territoires ou effectivement des responsables politiques, on a partout en région, la question est vraiment cruciale. Donc, je pense que c'est peut-être une des thématiques qui, à un moment, peut vraiment rassembler, c'est ce sujet du foncier, quoi. Pour des raisons différentes en milieu rural ou en milieu urbain, mais c'est vraiment un trait commun d'une des difficultés que rencontre aujourd'hui l'entrepreneuriat de l'ESS. Ça pourrait être voilà, une thématique vraiment intéressante à partager ensemble, quoi. Oui, tout à fait. Autre levier, c'est la question de la structuration des acteurs et des filières. Alors, on a très rapidement entendu, c'était un peu frustrant, mais la démarche dans la vallée de la Roya autour de la laine ou des murs en pierre sèche, enfin, je pense qu'il y a un sujet important à creuser, c'est comment est-ce que la collectivité peut aider à la structuration de filières. On va vous mettre dans le chat le lien vers la publication qu'on vient de faire qui est un peu un guide qui se veut un peu méthodologique, mais basé sur des exemples hein, dans les collectivités de la façon dont la collectivité peut aider à la structuration de filières dans les territoires. Ensuite, il y a donc bien sûr tout ce qui est l'écosystème d'accompagnement et de financement de l'économie sociale et solidaire. Donc, les dispositifs locaux d'accompagnement. Attendez, juste, il y a mon collègue, mais je ne sais pas s'il me le met qu'à moi. Juste Pierre-Alain, si tu peux le diffuser à tout le monde. Merci.
donc le repère et le kit. Donc les dispositifs locaux d'accompagnement avec donc les structures qui ont une mission d'accompagnement, les fonds territoriaux France Active, donc voilà, tout ce qui est l'écosystème d'accompagnement et de financement des structures de l'ESS. Et puis peut-être le dernier point, c'est la mobilisation citoyenne, comment faire connaître auprès des consommateurs, des épargnants, les structures de l'économie sociale et solidaire. Je sais qu'à titre coopérante, il y a aussi un volet autour de l'énergie citoyenne, de l'énergie renouvelable citoyenne, et là-dessus, les collectivités ont un rôle important. Donc, c'est quelques éléments très rapides qui ont été illustrés dans ce webinaire. Vous envoyez le lien vers un kit qui a été réalisé par le RTES il y a 1 an, donc à destination des communes et des intercommunalités qui détaille ces leviers avec quelques illustrations. Et voilà, juste pour info, on a également un kit pour les départements sur les leviers des conseils départementaux et des conseils régionaux qui sont en libre accès. Voilà, et peut-être pour terminer ce webinaire, vous donner quelques prochains rendez-vous. Donc, en ajoutant donc les rendez-vous qui ont été dans le chat. Donc des rendez-vous côté RTES ou côté CRES. Côté RTES, cet après-midi, en tout début d'après-midi, on a un webinaire avec une truc qui s'appelle Hello Asso pour aider qui accompagne les collectivités pour valoriser leur tissu associatif local. Vous aurez les informations sur le site du RTES. Et puis donc la semaine prochaine, il y a d'une part une rencontre nationale des pôles territoriaux de coopération économique qui a lieu à Pantin. Le PTCE Altitude Coopérante sera présent, je pense, à ce temps de rencontre. Et le RTES sera aussi présent puisqu'on travaille sur le rôle des collectivités dans le soutien aux dynamiques des PTCE. Et puis, bon, pour info, on organise la semaine prochaine un voyage apprenant avec des collectivités adhérentes à Bruxelles. Un peu sur les traces de ce que la CRES a fait il y a quelques mois, sur lesquels on a eu de très bons retours. Et puis peut-être David sur les prochains temps. Ouais. Bon, après, c'est des rencontres et des illustrations d'événements qui se passent pendant le mois de l'ESS. Il y en a d'autres. Je pense par exemple à ce qui s'organisera aussi dans les Hautes-Alpes grâce à l'organisation de l'UDES. Mais il y a un événement majeur de niveau régional de lancement des assises du mois de l'ESS en région qui se tiendra à Aix-en-Provence en partenariat avec le groupe AESIO. On n'a pas tout le temps l'habitude de faire un événement de lancement. Cette année, on bénéficie d'un soutien qui le permet. Et comme illustration territoriale, il y a mais je trouve que ça a été évoqué à un moment, le 9 novembre prochain à Digne-les-Bains, les assises de l'ESS dans le département. Et fait remarquable, en fait, ces assises-là ne sont possibles que parce qu'il y a réunion à l'exclusion d'une communauté de communes, tous les EPCI du territoire, du département, les soutiens de l'État et de la région. Et donc, en fait, cet alignement de volonté dans la promotion et le plaidoyer de l'ESS qui permet l'organisation de cet événement à Digne, et on l'espère dans les années prochaines sur d'autres villes du département. Voilà. De la région. Même de la région. Pardon? Même de la région, si on veut, Jean. Ok, écoutez, merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres dates à partager ou remarques ou autres. Donc, on reviendra vers vous rapidement avec le diaporama et avec un petit questionnaire sur les sujets que vous souhaitez voir abordés dans les prochains clubs. Écoutez, on espère que ce club a répondu à vos attentes et vous a donné envie de continuer à poursuivre ces partages d'expériences et contribuer à faire en sorte que l'ESS soit bien reconnu dans les territoires et contribue au développement durable des territoires.
Ben, merci à toutes et à tous. Merci Anne-Laure pour l'animation de cette heure et demie passée ensemble. Merci. Merci à vous, un peu plus qu'une heure et demie, ouais, mais c'était très riche. Enfin, j'ai vraiment trouvé que voilà, on a vu vraiment la diversité des territoires et des approches, c'était très riche. Merci beaucoup. Très bien, merci. Bonne journée à tous. Merci Anne-Laure, merci David et à tout le monde. Bonne journée. Au revoir.